dis pas trop fort, mais je suis en pyjama. Chut. Bonjour les gens, c'est lundi, que lisez-vous? Ou dans mon cas, que ne lisez-vous pas? Je commence avec un abandon, mais c'est pas vraiment un abandon, je vais vous expliquer. Il s'agit de Réseau de Vincent Villeminot. Je l'ai emprunté parce que je me suis fait un petit délire et si je lisais d'autres auteurs qui ne sont pas vraiment dans mon cadre de référence mais que pourtant j'ai aimé, et c'était le cas quand j'avais reçu le service presse Les Pluies que j'avais adoré. Donc je me suis dit j'essaye autre chose et j'avais repéré Réseau lors du salon des oniriques que je n'ai pas acheté et je suis contente finalement de ne pas l'avoir acheté parce que là j'ai lu à peine 50 pages et je n'accroche pas. Mais je pense que c'est vraiment une question de timing. Parce que c'est un livre qui est assez complexe dans sa mise en place au niveau des personnages. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec beaucoup de personnes en très peu de temps. Et en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie de lire. La thématique me plaisait au moment où je l'ai emprunté, c'est plus trop le cas dans les médias. Du coup, voilà, je le laisse. C'est pas un abandon dans le sens, mon Dieu, oula, je m'ennuie, j'aime pas, c'est nul, tout ça. C'est plutôt juste une question de timing. Donc, je vais pas le critiquer. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être pas. Je triche un peu parce que c'est pas une lecture de cette semaine, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Dans la même logique, j'ai eu envie de lire autre chose de Joanne Elliott que j'avais adoré avec la série Ciel, qui, à ma plus grande surprise, m'avait vraiment beaucoup attirée. Donc j'ai tenté Ado sous contrôle et là aussi excellente surprise. Donc je confirme mon attirance, on va dire ça comme ça, oui, mon attirance pour l'écriture de Joanne Elliott que j'avais aussi rencontré au Salon des Oniriques. Enfin pas aussi parce que j'ai pas discuté avec Vincent Villeminot, mais Joanne Elliott, pour vous dire, j'ai tellement aimé Ciel que j'ai osé aller le voir pour lui dire « Bonjour monsieur, j'adore ce que vous avez fait. J'aime pas du tout lire votre style d'habitude, mais là ça l'a fait. » C'était une grande première pour moi pendant ce salon. Enfin, ce salon était une grande première aussi d'ailleurs tout court. Bref, Ado sous contrôle parle de Lou, une jeune adolescente plutôt rebelle, plutôt vindicative, que ses parents n'arrivent plus du tout à assumer ni à contrôler, dans une société qui est séparée en deux grandes castes, on pourrait presque dire ça comme ça, avec les nantis et les démunis. Elle a la chance de faire partie plutôt des nantis, on va dire, et malgré tout, ses parents décident de l'envoyer dans un camp, que j'appellerais camp de redressement, mais qui en fait typiquement fait partie de ces camps sur lesquels on voit parfois des reportages à la télé aux États-Unis où on regroupe les adolescents, on va dire, à problème pour essayer de leur faire prendre conscience de leurs difficultés, mais aussi un peu les dresser façon militaire, hein, disons-le. Donc c'est ce cadre dans lequel Lou est expédiée, totalement pas surprise, puisqu'on vient carrément la kidnapper chez elle, hein, donc il y a bien le côté aussi danger, et puis on se débarrasse d'elle. Sauf qu'elle va se rendre compte en arrivant dans le camp que au-delà du côté militaire, au-delà du côté également très secte, parce qu'il y a des horaires à respecter, il y a des choses à manger, il y a des choses à faire, etc. Certains adolescents semblent être un peu zombies. Et elle se rend compte qu'il y a toute une démarche scientifique sur comment contrôler les adolescents. Il y a plein de thématiques dans le genre qui sont abordées dans ce bouquin. Le fait que les parents ne peuvent plus faire face à un moment ou à un autre face à certains adolescents, le fait que certains adolescents soient considérés comme un problème alors qu'en fait on ne les a jamais écoutés, la question du contrôle de l'esprit, du contrôle des mentalités, la question du besoin incessant de sécurité et de mettre certaines situations en j'ai envie de dire porte-à-faux, mais porte-à-feu en fait, pour aiguiser les consciences et faire croire aux gens qu'il y a des problèmes de sécurité là où il n'y en a pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont abordées dans ce bouquin, dans un format donc ciblé jeunesse, donc avec un côté qui peut permettre de sensibiliser certaines personnes, donc j'ai beaucoup apprécié. Et Joanne Elliott a également fait une postface qui à elle seule vaut le détour parce qu'il explique son inspiration et le pourquoi du comment de ce bouquin. Donc voilà, je ne l'ai pas lu cette semaine, mais malgré tout,
Il fait partie de cette vague de bonnes lectures que j'ai depuis le début de l'année et je suis bien contente d'avoir pris au hasard ce truc-là, quoi. Totalement au hasard également, et pour le coup de cœur pour le livre Le Bus de J'ai mangé le nom de la dame, Madeleine Robitaille. Mais alors là, ça c'est ce que j'aime, vous voyez, dans les médiathèques. Je suis dans le rayon, on va dire, jeunesse, ado, young adulte et tout ça. Je vois toutes les sagas, les séries, les machins dont tout le monde parle et des fois je me dis ouais, ce serait bien quand même que tu te fasses ta propre opinion, et que tu rejettes pas tout ça comme ça en bloc. Et puis j'étais dans mon optique emprunter des bouquins ados d'auteurs que j'ai déjà lus. Donc Villeminot, Eliot, je reviens pas là-dessus. Et puis il y a celui-là au milieu, Le Bus, avec une couverture, je suis pas sûre que vous la verrez, grise avec un pauvre bus à l'ancienne aux États-Unis rouge dessus. Je lis le quatrième de couverture et je sais pas pourquoi, en lisant le quatrième de couverture, je pense Freddy Krueger, le film d'horreur, où dans un des films il y a un bus pour ados jaune là qui se fait quoi? Ah, je trouve pas mes mots qui est envoyé dans les enfers où il y a Freddy, enfin bref, j'ai des images un peu comme ça. Je pense aussi fin de Buffy avec je me tais, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu la fin de Buffy. Et j'ai pensé aussi à autre chose, oui, j'ai pensé aussi Cujo. J'ai pensé Cujo et j'ai pensé la maman enfermée avec son petit garçon dans sa voiture. Pourquoi? Parce que le bus, en fait, le teasing, c'est que vous avez une trentaine de personnes qui se retrouvent un jour dans un bus pour faire un trajet au long cours aux États-Unis, et ce bus va être détourné. Voilà. Et donc vous avez 30 personnes qui se retrouvent enfermées dans un bus au milieu d'une forêt, avec la seule consigne de vous inquiétez pas, dans moins de 24 heures vous serez ressortis. Dans ce bus, il y a des personnes âgées, il y a des mamans avec des petits-enfants, il y a un gros balèze, il y a un petit minus qui n'arrête pas de jacter comme un roquet, il y a voilà, toutes sortes de stéréotypes, mais de personnages bien comme il faut pour faire péter le tensiomètre, si vous voyez ce que je veux dire. Les chapitres sont rédigés avec en fait comme titre la chronologie, l'horaire, donc 14h20, 14h27, 15h01, 15h, voilà. Et ça monte en tension, en puissance, vous sentez le truc bien moisi qui est en train de se mettre en place et c'est génial. Et ce qui est extra, c'est que l'auteur réussit en fait soit à clairement dire les choses et c'est dégueulasse, à base de vomi, de déjections, de personnes qui pètent complètement les câbles, etc. Soit elle réussit simplement à sous-entendre juste ce qu'il faut pour que derrière vous puissiez vous faire votre propre imagerie, on va dire. Et elle joue vraiment sur tous les sens, principalement sur le visuel et l'olfactif, pardon. Et c'est aux petits oignons, je me suis régalée. Je ne comprends pas ce qu'il fait dans la rubrique jeunesse, sauf peut-être parce que le style d'écriture est peut-être un peu plus simple que ce qu'on peut lire dans des thrillers qui seraient estampillés adultes. Mais à côté de ça, excusez-moi, il y a des descriptions, il y a des choses qui se passent qui n'ont rien à faire dans la tête d'un adolescent, sauf si vous avez envie de vous venger et qu'il fasse des cauchemars toute l'année. Mais alors, j'ai adoré, je me répète, j'ai découvert qu'il allait être adapté au cinéma incessamment sous peu, parce qu'en fin d'année 2017, me semble-t-il, la personne a réussi à avoir les financements pour le produire, ou courant 2017, je ne sais plus, donc j'espère qu'il sortira. Franchement, grosse pépite, quoi. Voilà, donc si vous avez envie d'un truc un peu glauque, qui vous mettent les tripes un peu à l'envers, allez-y. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais franchement, gros coup de cœur de ce début d'année pour ce bouquin qui pourtant, en plus de ça, n'est même pas une nouveauté, hein. Je crois qu'il date de 2010, un truc comme ça. 2010, vous voyez. Donc des fois, ça vaut le coup de fouiller les rayons. Que ce soit les rayons d'une médiathèque ou d'une librairie d'ailleurs. Mais fouillez, trouvez des trucs qui sortent de ce dont tout le monde parle. J'ai ensuite lu un manga et un manhwa. Manhwa. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le manga, c'est Les Enfants de la Baleine. Je me suis laissée conseiller par Livre Addict pour mon challenge ABC autour de l'animé. Et Les Enfants de la Baleine, eh ben j'ai pas du tout accroché au départ et au final j'ai bien aimé. Je pense que je vais continuer, même si je suis un peu effrayée parce que c'est une série qui n'est pas terminée. Et vous savez que moi quand c'est pas fini, j'aime pas trop parce que j'ai un peu peur de me retrouver avec 37 volumes à lire. Mais l'histoire est vraiment super
agréable, j'ai envie de dire, c'est ça. Agréable parce qu'elle retient l'attention. Déjà, c'est original. On est face à une civilisation, une population qui survit dans une baleine d'argile, qui est une sorte de vaisseau, si je puis dire, qui vogue à travers les mers de sable, sur laquelle la population est relativement jeune parce que pour survivre, trouver des objets, se nourrir, etc., ils utilisent un pouvoir qui s'appelle le Saimya, qui est en fait le pouvoir des émotions. Ils ont donc besoin d'utiliser leurs émotions pour survivre et donc le reste du temps ne les expriment pas. Il y a les marqués et les non marqués, donc utilisent ou n'utilisent pas, ou ont la capacité ou n'ont pas la capacité à utiliser ce Saimya. Et tout se passe dans cet univers de comment survivre avec une particularité, c'est qu'un jour ils vont aller... ils vont aller sur une île. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Ils vont aller sur une île et sur cette île, ils vont découvrir une humaine, comme eux. Voilà. Qui, a priori, est apathique et n'éprouve aucune émotion. Donc comment peut-elle s'en sortir ? Ça m'a bien plu. Sur ce, on débarquait vers la fin une petite intrigue en plus, un petit truc qui vous donne juste ce qu'il faut d'agacement pour vous dire bon bah ok, je vais lire le tome 2. Donc le procédé m'agace un peu mais me titille en même temps puisque bah, je me suis dit bon bah ok, je lirai le tome 2. Le truc avec lequel j'ai du mal, mais c'est pas la première fois que je le dis, c'est le fait que ce soit en noir et blanc. J'arrête pas de faire des et je suis désolée. C'est en noir et blanc, comme tous les mangas, et ça me frustre énormément. Mais vraiment, 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 ça me frustre. C'est que c'est quelque chose qui a l'air d'être très coloré, dans le sens où il y a pas mal de petits dessins quand ils utilisent leur pouvoir, il y a pas mal de nuances au niveau du noir et blanc pour faire comprendre les nuances qui, j'imagine, sont des nuances plutôt terre, craie, glaise, etc. Du coup, c'est frustrant d'avoir que du papier tout pourri, quoi. Alors qu'en plus de ça, la couverture, elle est super sympa. C'est pareil, quand on vous parle d'arc-en-ciel et que l'arc-en-ciel, il est juste avec un dessin en fond de gris, voilà. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Du coup, les mangas, quand c'est un univers super sombre, avec de la mort, avec du faux sang, avec des choses comme ça, comme j'ai pu lire précédemment, ça me va bien. Quand c'est un univers très féerique, fantastique, ça me frustre. Et donc après le manga, le manhwa, et si comme moi vous découvrez le truc, je crois qu'en fait le manga c'est japonais et le manhwa c'est chinois. Et j'ai donc lu La princesse vagabonde de Chia Da. Je vous ai même pas donné le nom de l'auteur pour les enfants de la baleine, mais j'essaierai de vous le mettre dans la vidéo, ou en dessous dans la barre d'infos, comme d'hab. Ça je ne continuerai pas par contre. C'est aussi en noir et blanc, bien évidemment, ça voilà, c'est pas la peine que je le dise à chaque fois. Genre les filles, elles découvrent les mangas, elles savent pas que c'est noir et blanc. Je continuerai pas parce que le contexte ne me plaît pas. C'est l'histoire d'une jeune femme qui voit toute sa dynastie massacrée par son oncle. Elle est la seule survivante. Son oncle a voulu prendre le pouvoir. Du coup, elle fait croire qu'elle est morte. Elle se fait passer pour une marchande avec comme objectif de réussir à soulever une armée en faisant croire qu'elle est un homme pour pouvoir du coup aller zigouiller la gueule à son oncle quand le moment sera venu. Donc il se passe très peu de choses dans ce premier tome, si ce n'est la mise en place des personnages, mais on est sur un format très axé historique et militaire. Et c'est pas du tout ce que j'aime. Moi, les histoires de combat où vous avez telle dynastie qui se bat contre telle dynastie et l'oncle de la tante du frère par alliance du cousin de machin qui fomente avec bidule truc pour pouvoir soulever et tout. Non, ça me perd, ça m'intéresse pas. Et je crois que d'une façon générale, en fait, c'est tout ce qui est un peu militaire, ça me bloque. Pourtant, quand c'est de l'historique, du témoignage, ça me plaît, mais dans un format romancé, fiction, ça m'attire pas plus que ça. Donc j'ai pas grand chose à lui reprocher parce que j'ai pas grand chose pour comparer, mais je continuerai pas cette série qui, elle non plus, me semble-t-il, n'est pas terminée. Ce que j'ai oublié de vous dire du coup, c'est que pour les enfants de la baleine, comme j'étais frustrée par ce côté noir et blanc, je suis allée chercher si ça allait être mis en dessin animé, et en fait ça l'est déjà au Japon, et il y a une version européenne qui est prévue là pour 2018 et qui sort sur Netflix au mois de mars, si je dis pas de conneries, de mémoire. Voilà. En ce moment je lis tellement de trucs qui sont pas du tout de mon univers qu'à chaque fois je vais faire des recherches, c'est
c'est assez intéressant et prenant parce que du coup à chaque bouquin je fais des trucs en parallèle, mais j'aime bien. Alors Miss Dumpling m'avait été conseillée par l'un d'entre vous sur l'une de mes vidéos où j'avais parlé d'hyperphagie, des crises d'hyperphagie, tout ça, et de la question de l'obésité en général, en me disant bah tiens tu devrais aimer ce bouquin. Et ben je sais pas. Spontanément, si je m'écoute, je réponds non, je n'ai pas aimé cette histoire. Après, là encore, je pense que c'est une question de point de vue et de sensibilité personnelle, parce que l'auteur a quand même fait un travail assez intéressant, ne serait-ce qu'autour de la question de l'acceptation de soi. Encore une fois, ciblé jeunesse, donc peut-être pas assez creusé à mon goût. Non pas que je veuille dire que les romans jeunesse ne sont pas creusés, parce que ce serait faux. Des séries comme Ciel, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, sont la preuve qu'on peut aborder plein de sujets dans un seul livre, mais ça reste assez superficiel. Mais après tout, comme on peut l'être aussi à cet âge-là, ou pas. Encore une fois, tous les ados ne sont pas superficiels, mais d'une façon générale, on ne s'attend pas à creuser des grands sujets de société dans un roman jeunesse parce que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. C'est ça que je veux dire. Peut-être que du coup, je m'exprime très mal, et auquel cas, on en débattra en commentaire, c'est pas grave. La première chose que je trouve dommage, c'est le choix du titre. Dumpling, ça veut dire boulette en anglais, ou en américain, peu importe. C'est le surnom que la maman de Willow, Willowdene, donc sa maman Rosie, lui donne. Elle l'appelle Boulette tout au long du bouquin. Et j'aurais aimé qu'il y ait un choix affirmé d'appeler ce livre avec, peut-être pas Miss Boulette, et encore que, pourquoi pas, mais d'affirmer un titre qui donne tout de suite le ton du livre. Ça aurait été une belle affirmation et acceptation du genre et de ce dont il est question dans ce bouquin. La première difficulté, c'est tout simplement que j'ai trouvé le personnage de Willowdene antipathique, agaçante. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle se contredit tout le temps. Alors oui, ça fait personnage assez typique et du coup assez creusé, mais ce qui est bien, c'est qu'elle m'a fait éprouver quelque chose, donc ça, comme je le dis à chaque fois, c'est positif. Mais ben, j'avais envie de lui mettre des tartes de temps en temps, et des fois elle dit que c'est de sa faute, alors qu'en fait ça l'est pas. Il y a d'autres fois où elle est pas capable de se remettre en question. Bref, je l'ai trouvée vraiment agaçante de chez agaçante. En fait, si vous voulez, si je dois résumer ce bouquin, ce qui s'est passé, c'est que sur les différents sujets qui sont abordés, que ce soit l'acceptation du corps, que ce soit la difficulté à être une grosse parmi les minces, que ce soit le rapport dans la relation mère-fille, que ce soit le côté ludique du concours de beauté, etc., ou du fait de ramener avec soi d'autres personnes qui, a priori, n'auraient pas leur place dans un concours de beauté, c'est que j'ai déjà lu mieux sur le sujet, en fait. Bien évidemment, quand je pense concours de beauté, acceptation de soi et tout, je ne peux pas m'empêcher de penser au film Little Miss Sunshine, qui a marqué beaucoup de personnes. Quand je pense gamine qui est plein de répondants et qui est capable de soulever les troupes et d'être une battante, une gagnante et même une leaduse, personnellement, je pense tout de suite une leaduse, une leader. Je sais pas trop, je pense tout de suite à Les Petites Reines de Clémentine Beauvais qui m'avait véritablement émue, beaucoup plus que Miss Dumpling, alors même que les personnages n'étaient pas forcément attachants non plus, mais il y avait quelque chose de plus vrai, je trouvais, dans ce bouquin-là, en tout cas. Et surtout, pour ce qui est du traitement de la question du rapport au corps, et d'ailleurs il y a certaines phrases qui m'ont vraiment dérangée parce que je suis à peu près sûre de les avoir lues ou entendues dans cette série, si je puis dire, c'est My Mad Fat Diary, qui est l'histoire de Rae Earl, que j'ai connue grâce à la série britannique du même titre, mais surtout les livres au départ qu'elle a écrits qui sont autobiographiques, qui sont pour moi beaucoup plus, je sais pas, beaucoup moins stéréotypée, beaucoup moins la grosse qui est comme par hasard adulée par le beau gosse du lycée, la copine un peu pétasse, la mère qui est pas foutue de vivre selon son âge et qui ne vit qu'à travers un événement qu'elle a gagné il y a 40 ans de ça. Je sais pas, il y avait peut-être trop d'un coup dans un seul roman, voilà. Entre ça et le déjà vu, déjà lu,
ça m'a peut-être pas fait l'effet escompté. Mais je sais que ce bouquin a pas mal divisé, donc peut-être que ça vaut quand même le coup que vous fassiez votre propre opinion, encore une fois, comme pour tous les livres. Mais celui-ci en particulier, si vous lisez différentes chroniques, différents avis, vous allez vous rendre compte qu'il a quand même pas mal partagé les foules entre il est génial, c'est un vrai coup de cœur, et le il est pas si exceptionnel que ça, quoi. Et je termine avec ma lecture en cours qui est totalement étrange mais assez hypnotique. C'est Le cabinet du docteur Black, qui est classé en roman, mais alors qui me fait poser beaucoup de questions, et je pense que c'est en ça qu'il est extrêmement bien fait, c'est que tout a l'air réel. C'est un livre entre documentaire, journal intime, planche de dessin. C'est assez étrange, je l'ai commencé il y a pas très longtemps, j'ai commencé hier soir, donc forcément. Assez captivant dans les médias, donc je vous en parlerai plus la semaine prochaine, mais il y a moyen qu'il me plaise beaucoup, mais qui me laisse très dubitative. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez envie de me partager vos lectures en cours, vous pouvez le faire en commentaire, et on se retrouve très bientôt. Ciao!